Bonjour à toutes et tous, bienvenue aujourd'hui pour notre webinaire du jour qui est télétravailler, s'organiser et savoir déconnecter. On est nombreux à être, et en particulier en ce moment, dans des grosses phases de télétravail. Donc pour ça, on a fait appel à notre experte psychologue du travail qui est Stéphanie Versepuy. Je la laisserai se présenter tout à l'heure. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Delphine Cochet, je suis la cofondatrice de Ma Bonne Fée. Donc, j'ai le plaisir d'organiser ce webinaire pour vous, pour vos entreprises, pour vous collaborateurs, et puis pour nous aussi. Et ceux qui me connaissent savent que je participe aussi. J'en profite pour m'enrichir aussi parce que on est tous dans les mêmes situations. Pour le fonctionnement, alors ceux qui connaissent déjà un peu l'outil, vous savez que vous pouvez nous dire bonjour dans le chat, nous parler. Hop, j'ai mal écrit en même temps que je parlais. Nous parler en direct dans le chat, c'est visible. Hello Gwendy. Et ceux qui préfèrent parler en privé, vous avez dans les questions et moi, je serai là pour modérer justement les questions et les poser directement à Stéphanie si vous n'êtes pas à l'aise. Donc voilà, bonjour tout le monde, Amélie, Claire, Manon, Lauriana. On est ravis de vous avoir avec nous. Est-ce qu'il y a un peu d'hommes là qui nous rejoignent? Oui, j'en vois, ils sont peut-être plus timides. Donc voilà, je laisse de suite la parole. Mais oui, Anthony, mais oui. Je laisse de suite la parole à Stéphanie. Je vous remercie de nous suivre aujourd'hui et on se retrouve au fur et à mesure. À vous la parole, Stéphanie. Merci Delphine, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de faire ce webinaire avec vous aujourd'hui. J'espère qu'on va pouvoir partager plein de choses. N'hésitez pas effectivement, comme Delphine vient de le préciser, à interagir. L'objectif, c'est que ça puisse correspondre aussi à ce que vous attendez de ce webinaire et donc que je puisse éventuellement répondre aux questions que vous pouvez avoir. Donc, n'hésitez pas. Mais avant toute chose, je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, Stéphanie Versepuy. Donc, je suis psychologue du travail, coach certifié et aussi thérapeute en thérapie brève, conjugale et familiale. Donc, je suis actuellement en libéral. Donc, j'ai deux cabinets à la Garenne-Colombes et à Puteaux pour ceux qui connaissent. Et j'interviens aussi en entreprise, donc pour faire pas mal de choses, on va dire, selon les demandes, selon les besoins. En fait, pour faire court, je m'adapte à la demande que je peux avoir. Donc, je fais des suivis individuels, des suivis collectifs, des ateliers d'équipe, des diagnostics, notamment sur les risques psychosociaux dont on entend aussi beaucoup parler en ce moment. Et je suis aussi maman de deux jeunes enfants, de 3 et 5 ans. Voilà. Pour ma petite présentation, ce que je vous propose, c'est peut-être que je commence par introduire ce webinaire. Donc, encore une fois, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir faire un webinaire sur le télétravail, de pouvoir discuter sur comment on peut s'organiser, comment on peut déconnecter. Et on vit tous actuellement, on est tous dans la même situation qui est sans précédent, une situation qui peut s'avérer difficile, compliquée. On est dans l'incertitude aujourd'hui, et l'incertitude c'est toujours anxiogène. C'est de l'incertitude dans plein de domaines, à la fois dans le domaine de la santé, dans le domaine professionnel, bien sûr, dans le domaine de la finance, dans le domaine personnel, enfin, tout est lié de toute façon. Et donc, dans ce contexte incertain, on nous impose des conditions, donc le confinement, bien évidemment, le port du masque, mais aussi le télétravail. Et donc, le gouvernement a dû prendre des décisions qui ont amené donc les structures, les entreprises à mettre en œuvre le télétravail. Je ne vous apprends rien pour l'instant. Donc, il est rendu obligatoire d'une certaine façon à tous les métiers qui le permettent, je dirais. Donc, ce mode de fonctionnement, il a été décidé pour vous aujourd'hui. C'est
parfois de façon assez précipitée, hein. Il a fallu s'organiser un petit peu rapidement, dans un contexte qui est atypique, il faut le dire, hein, je vais pas le rappeler, et donc qui peut encore une fois être anxiogène. Donc là, vous êtes aujourd'hui en télétravail, vous n'avez pas eu forcément le choix, et donc c'est ce qu'on appelle qu'on subit un petit peu une situation, hein, et ça, c'est pas forcément si simple que ça. Donc certains vont prendre cette mesure comme, je dirais, une bénédiction. Chouette, je suis en télétravail, je vais travailler de chez moi et je suis ravie de ça. D'autres un peu moins, hein, parce qu'on est tous différents là-dessus et il n'y a pas de jugement à avoir. On n'a pas le même rapport au travail, on n'a pas l'espace peut-être nécessaire, on n'a pas peut-être la capacité et la volonté de mélanger vie privée et vie professionnelle, hein, ça peut se comprendre. On a envie peut-être de conserver notre espace privé et donc on peut appréhender effectivement d'être en télétravail. Et on peut appréhender aussi d'une façon différente les risques liés à ce télétravail. Et c'est ce dont on va parler aussi aujourd'hui. Ce confinement est quand même différent du premier, puisque, alors je parle là notamment pour tous les parents, parce que vos enfants sont à l'école, a priori. Et donc, on est tous bien conscients que ça change quand même beaucoup de choses. Mais néanmoins, il est nécessaire de prendre dès maintenant de bonnes habitudes quand on télétravaille et qui vont pouvoir vous servir, je dirais, à chaque fois que vous serez en situation de télétravail et qui peut même, je dirais, des choses qui pourront même aussi vous servir au bureau aussi, voilà, accessoirement, et puis pour mieux organiser votre vie privée, votre vie professionnelle, plus largement. Donc, on abordera bien évidemment les conditions, je dirais, requises pour un télétravail réussi, optimal. Alors, d'abord pour soi, bien évidemment, mais aussi pour être efficace, pour pas sentir de stress particulier. Finalement, quelles seront un peu les règles pour télétravailler dans de bonnes conditions? Mais d'abord, je commencerai ce webinaire par 3 grands principes, et je vais y venir ensuite, qui, de mon point de vue, vont aider à se représenter les choses différemment. En tout cas, si on les vit mal, hein. Si on vit mal le fait de télétravailler ou si on a peur peut-être de dépasser un peu nos limites, comment on peut au final changer notre filtre pour voir les choses sous un angle plus positif? Et on commencera par là. Donc, j'espère que ce plan vous convient. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas encore une fois à interagir, à me faire part de vos attentes, parce que encore une fois, si je peux y répondre, ce sera avec plaisir. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas, je suis là aussi pour répondre à vos interrogations si vous en avez. Donc merci. Merci à vous. Je vous propose qu'on démarre ce webinaire donc avec la première partie de celui-ci, donc qui sera en lien avec donc les 3 principes à retenir. Donc le premier principe, je suis passée un peu vite parce qu'au final l'introduction je venais de la faire, hein, voilà. Donc le premier principe que je vous propose qu'on développe ensemble maintenant, c'est d'accepter la situation. C'est ce que je vous disais un petit peu en introduction. Et j'aimerais qu'on commence par une question que je vous pose, si vous êtes d'accord pour y répondre. Sur quoi aujourd'hui vous avez la main pour agir et pour mieux vivre ce confinement et aussi du coup pour mieux vivre votre télétravail? C'est une question qui est très importante à se poser pour déjà se mettre dans le principe d'accepter la situation. Je vous laisse peut-être quelques minutes, voilà, un petit temps en fait, en tout cas, pour que vous puissiez y réfléchir et peut-être partager avec nous vos réponses si vous êtes d'accord avec ça. Donc, sur quoi aujourd'hui vous avez la main pour agir et pour mieux vivre ce télétravail? Je vois effectivement Morgane, hein, qui nous dit d'identifier les tips à communiquer en interne. Exemple, on a un accord déconnexion. Encore faut-il s'autodiscipliner. Oui, Morgane, vous avez tout à fait raison. Et on va en parler justement de cette autorégulation. C'est très important. On y viendra, effectivement. Gwen dit, on peut avoir la main sur l'organisation de la journée. Oui, tout à fait. Tout à fait.
C'est hyper important justement de garder la main là-dessus et d'avoir cette flexibilité. On va y venir aussi. Merci. Morgane, faire du sport à la maison, rester optimiste et garder le contact avec mes collègues, oui, absolument. Je vois que vous avez déjà plein de bonnes pratiques. Effectivement, faire du sport, bouger, garder le mouvement, on y viendra aussi. L'installation physique, oui, effectivement, Delphine, c'est important aussi. L'installation ergonomique, hein, pouvoir avoir son espace de travail bien installé, bien organisé. Maîtriser la durée du travail, effectivement, Catherine, et je pense que ça fait partie des grandes questions quand on télétravaille, de pouvoir maîtriser l'amplitude horaire, maîtriser nos pauses, maîtriser notre rythme plus largement. Manon, sur quoi je peux agir? Trouver un rythme quotidien, garder du contact, prendre du temps de faire des choses et ne pas passer la journée sur Netflix, sur les canapés. Oui, Manon, ça peut être tentant, mais effectivement, on peut s'accorder une série le midi, pourquoi pas, pour se détendre, pour déconnecter. Et franchement, on peut passer un bon moment du coup en déjeunant, pourquoi pas. Après, effectivement, c'est pas trop conseillé de partir dans l'excès, mais on va y venir aussi. Donc, merci pour toutes ces réponses. Donc effectivement, je partage. On voit que vous y avez bien réfléchi dans la vie et dans toutes les choses qui nous stressent au quotidien. Il y a des choses sur lesquelles on a la main et des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Même si c'est très énervant. Et très concrètement, on n'a pas la main sur le confinement. Voilà. Et on n'a pas la main sur le fait de télétravailler aujourd'hui. Ça peut être quelque chose de choisi dans une entreprise, dans un autre contexte, mais là, actuellement, c'est pas le cas. Donc, par contre, et c'est ça qui fait aussi toute la différence, on a la main sur la façon dont on va appréhender la situation, la façon dont on va vivre cette situation. On a la main sur les pensées, sur les émotions qui vont être générées en fait en nous. Et de ce fait, on a la main sur les actions qui vont en découler. Je pense que vous avez reconnu un petit peu dans le support que vous pouvez voir là normalement, un petit peu les étapes que je viens d'évoquer, qui sont écrites ici. Et si vous êtes présent déjà à ce webinaire, c'est que vous êtes déjà dans l'action. Bravo. Vous êtes déjà sur la bonne voie. Donc, pour aller plus loin dans ce concept, si vous regardez un petit peu le support, hein, en fonction des circonstances, vous allez avoir une pensée ou plusieurs pensées qui vont générer en vous des émotions ou une émotion et qui vont déclencher une ou plusieurs actions. La solution pour se donner du pouvoir d'action dans la bonne direction, c'est d'abandonner l'idée de contrôler l'incontrôlable. Ouh là là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle me raconte? Comment on fait ça? Alors, d'abord, en acceptant que tout ce qu'on peut contrôler, c'est ma façon de voir la situation, donc ma pensée, la façon dont je me sens, mon émotion, et la façon dont je réagis, mon action. Plus concrètement, si je reprends le support, on peut contrôler les pensées, on peut contrôler les émotions et on peut contrôler les actions, mais pas les circonstances. Ok, vous allez me dire, elle est bien gentille, Stéphanie, mais comment on fait? Alors, on peut passer par plusieurs étapes. La première, c'est de pouvoir observer, tenter de comprendre ce qui se passe en nous. L'objectif, c'est pas de tout mettre sous le tapis, ce serait bien inutile. Donc, on s'arrête une seconde, on fait une pause, on fait un break et on essaye de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, d'observer. On accueille cette pensée et on accueille cette émotion, sans résister, sans jugement. On a le droit de ressentir ce qu'on ressent. C'est important, ça. Ensuite, on se pose la question, est-ce que la pensée que j'ai, on verra avec un exemple concret après, hein, est-ce que la pensée que j'ai est vraie? Et est-ce que la pensée que j'ai est utile? Le but de ça, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Et le but de ça, c'est de finalement choisir une pensée
utile pour vous et pour l'action que vous allez entreprendre derrière, bien sûr. Un exemple, vous avez un collègue qui vous a rendu un dossier incomplet, qui a rendu un dossier qui, pour vous, n'est pas de qualité, par exemple. C'est pas le comportement du collègue qui crée la colère, s'il y a de la colère, ou la frustration. C'est la pensée que vous avez de ce comportement. Ça peut être, par exemple, il ne me respecte pas de m'avoir donné un dossier comme ça. Dans cet exemple, sur quoi vous avez la main? Il vous a rendu un dossier incomplet, a priori, là-dessus, vous n'avez pas trop la main, c'est fait, c'est fait. Par contre, vous avez la main sur la pensée, qui va découler de cette circonstance-là. Vous avez, donc il ne me respecte pas dans l'exemple, et du coup, ça vous met en colère. Mais vous pouvez avoir la main sur la pensée, sur l'émotion et sur l'action derrière. Donc, encore une fois, en se posant la question, est-ce que cette pensée est vraie? Est-ce que cette pensée est utile? Et est-ce que je pourrais pas avoir une pensée qui soit un peu plus utile que celle-là? Vous allez voir le lien avec le télétravail après, parce que forcément, c'est lié. Donc, on va partir du principe qu'on imagine, la première pensée qui nous vient, c'est « il ne me respecte pas ». Pourquoi on pense ça? Parce que ça passe par notre filtre. Ça passe par notre représentation de la situation. Est-ce que ça signifie que c'est une vérité absolue? Je suis pas sûre. C'est une possibilité, mais je sais pas. C'est pas parce que vous vous le dites, il ne me respecte pas, que c'est vrai et que son but était celui-ci de pas vous respecter. C'est ce que vous ressentez à ce moment-là. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres possibilités? Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres pensées? Est-ce que vous, il y a des choses qui vous viennent là? Est-ce que ça pourrait être d'autres choses qui passent dans notre esprit, qui pourraient être plus utiles pour engendrer une autre émotion derrière? Par exemple, il ne s'est pas rendu compte. On peut lui accorder le bénéfice du doute quand même à votre collègue. Il lui manquait des infos, Delphine, par exemple, exactement. Ça peut être, on n'a pas la même notion de la qualité. On s'est mal compris, Morgane, exactement. Ou il a des difficultés sur ce dossier, peut-être. Voilà, donc ça peut être beaucoup de choses comme ça qui vont modifier l'émotion que vous allez ressentir. Si vous vous dites, il lui manquait des infos, a priori, vous serez soit un peu moins en colère, soit pas en colère du tout par rapport à cet événement-là. L'événement, il change pas, lui. C'est vous qui changez votre façon de réagir à cet événement-là et de le vivre. Et ça va modifier du coup l'action qu'il y a derrière. Le niveau d'exigence à revoir peut-être aussi. Effectivement, Vanessa. Donc, vous me direz, mais le lien avec le télétravail, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Bah, c'est encore plus important en télétravail. Parce qu'on n'a pas les collègues à côté, parce qu'on n'a pas le langage aussi, la communication non verbale qu'on appelle aussi, hein, on les voit pas de loin, on les croise pas dans la journée. On a moins ce lien quand même, et on va y revenir tout à l'heure parce que le lien, justement, c'est très important. On est davantage livré à soi-même, hein. Alors quand on est à l'aise, c'est bien, et on va avoir tendance à interpréter encore plus les actions et les comportements des collègues. Donc c'est encore plus important effectivement de pouvoir avoir cette, je dirais cette réflexion sur les pensées qui nous arrivent. On ne connaît pas le niveau de stress et le contexte perso, effectivement, Delphine, de notre collègue qui nous a rendu ce dossier-là. Effectivement. Et ça va avec le fait, un peu plus globalement, d'accepter cette situation de télétravail pour mieux la vivre. Donc ça, c'est vrai, c'est ce premier principe. J'ai voulu démarrer par là parce que, de mon point de vue, ça commence par là. Si on n'accepte pas la circonstance, si on essaye de lutter contre elle, hein, on va s'épuiser, on va se fâcher, on va, du coup, effectivement, pas bien vivre du tout la situation de télétravail. Tandis que si on se dit, bon, ok, de toute façon, le contexte est celui-là, quelle pourrait être la pensée utile qui vient et qui m'aide justement à mieux vivre cette situation? Et on va y venir justement par rapport au deuxième principe. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, hein. Le deuxième principe qui est de voir le positif dans cette situation. Donc j'ouvre toujours avec une question par rapport à ce point-là. Qu'est-ce que le télétravail apporte de positif pour vous?
Qu'est-ce que vous pouvez tirer de positif de cette situation? Même si vous n'êtes pas d'accord avec la situation, même si vous aimez pas être dans cette situation, qu'est-ce que vous pouvez tirer de positif? Je vous laisse peut-être y réfléchir un instant, parce que c'est une question aussi importante à se poser. Ça permet de voir un petit peu les choses sous un autre angle. Moi, je me demande comment convaincre les pessimistes, Morgane. Et oui, je comprends l'interrogation. Pas de transport, Amélie, oui. Moins de temps de trajet, meilleure protection de la planète. Oh là là, oui, Morgane, quelle belle réflexion. Je suis tout à fait d'accord avec ça, OK avec ça. L'autonomie, Mathilde, oui, on va y venir, c'est très important. Plus de temps perso, Morgane. Emmener ses enfants à l'école, Arlette. Mais oui, quel bonheur de ne pas courir au travail ensuite. Pas de transport, Lauriana aussi. Gain de temps, pas de transport. Plus de calme, Delphine, effectivement. Récupérer ses enfants à l'école. Plus de temps pour faire d'autres choses, de la lecture et du sport. Et oui, la flexibilité, Manon, on va y venir, c'est très, très important. Si je suis en télétravail, c'est donc que j'ai encore un job. Je peux faire vivre ma famille. Et oui, Eric, tout à fait. C'est exactement ça, avoir des pensées positives. Là, vous êtes vraiment dedans. Partager plus de moments avec mon chien. Je n'ai pas encore d'enfant, mais les animaux sont des membres de la famille, Morgane. Donc, je partage tout à fait votre réflexion. Merci pour toutes ces réponses qui sont, franchement, je pense que le webinar, vous le faites aussi seul puisque vous abordez tous les sujets qu'on va aborder ensuite. Donc, merci pour vos réactions. N'hésitez pas encore à partager si vous avez d'autres idées qui arrivent entre-temps. Et alors, il y a plusieurs études qui ont démontré que le télétravail améliore plusieurs domaines, dont beaucoup que vous avez cités là. Donc, je vais rien vous apprendre de particulier, mais je vais juste peut-être y revenir. Il y a la qualité de la vie personnelle et familiale. On passe alors plus de temps en famille, oui et non, pas forcément, mais en tout cas un temps de meilleure qualité. Pourquoi? Vous l'avez dit, parce qu'on est davantage flexible dans la répartition de nos temps. On est autonome dans la répartition de notre temps, nos temps professionnels, nos temps sociaux, nos temps familiaux, nos temps personnels plus globalement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on augmente notre marge de liberté dans la gestion de ce temps. On n'a plus besoin de courir. Alors, bien sûr, un petit peu le matin, si on a des enfants accompagnés à l'école. OK. On n'a plus besoin de courir, on garde un rythme moyen, en tout cas un rythme qui nous correspond davantage et on va y revenir parce que c'est très important de profiter de ce temps de télétravail pour avoir un rythme qui est plus en concordance avec soi. Et ça, c'est très personnel. En fonction de nos ressources, en fonction de nos limites, en fonction de notre énergie, prendre un temps de pause plus long, faire une sieste de 20 minutes, on va y revenir, faire des étirements pendant les pauses, travailler davantage le matin pour faire une pause en début d'après-midi quand on digère, etc. En revanche, quand on est solo, Delphine, chez soi, difficile de vraiment couper. Je suis d'accord, Delphine, d'où l'importance de mettre des limites et on va y venir. Et c'est pas facile, je comprends tout à fait. Et en plus de ne pas être facile, ça peut être dangereux pour la santé. Et oui, Morgane, mais pourquoi sommes-nous obligés de courir habituellement? Je suis tellement d'accord. Toutes les sociétés ne sont pas toutes flexibles face aux impératifs perso, je pense. Oui. Pourquoi on s'oblige à courir? Ça, ce serait peut-être l'objet d'un autre webinaire, parce que c'est une question en tant que telle, en fait. C'est un vrai sujet à traiter de fond. Pourquoi on s'oblige à courir en permanence? On nous impose un rythme de société. On s'impose aussi soi-même un rythme, mais je vais pas commencer là-dessus parce que encore une fois, Morgane, c'est un vrai sujet que je serais ravie peut-être de partager prochainement. Mais voilà, effectivement, c'est hyper important de se poser cette question-là. Pourquoi je cours en fait? Oui, et notre entourage ne comprend pas forcément que nous sommes bien au travail et pas en vacances. Oh là là, oui, Lauriana, tellement vrai. Je vais y venir parce qu'on a cette notion un peu de dette. Je vais y revenir sur cette notion de dette. OK, on est en télétravail, donc on doit soit travailler plus, parce qu'on travaille à la maison et donc on a de la chance et donc il faut qu'on montre aussi qu'on travaille.
Je vais y revenir aussi, parce qu'il y a tout le temps ça un petit peu en toile de fond quand on est en télétravail. Ça dépend de la culture de votre entreprise. Il y a des entreprises qui sont très ouvertes au télétravail et d'autres très fermées parce qu'il y a des a priori. Donc effectivement, il y a toutes ces questions-là. Je reviens juste sur mon étude pour pas perdre le fil de ma pensée. Une diminution du stress lié au transport, bien évidemment. On réduit le temps de trajet ou voire on l'annule complètement en confinement. Ce temps de trajet, c'est parfois pénible, hein, soyons francs. Bon, c'est pas trop un plaisir de prendre le métro ou le RER où il y a plein de monde dedans. Bon, a priori, on n'est pas super heureux de le faire. Ça prend du temps. Je sais pas, je me suis jamais amusée à calculer le temps que je prenais à prendre les transports dans ces 10 dernières années, par exemple, et j'ai pas très envie de le faire. Voilà, mais après, on peut trouver, encore une fois, des choses positives à faire pendant ce temps de trajet. Bon, ce sera encore l'objet peut-être d'un autre webinaire quand on sera plus confiné. Et puis, dernier point, et ça va avec ce que vous avez répondu, l'amélioration de la productivité. Et contrairement à ce qu'on peut se dire en tant souvent que directeur ou manager, on travaille plus efficacement à domicile pour beaucoup d'entre nous. Alors, c'est global, hein, ça ne veut pas dire que c'est valable pour tout le monde, hein, on est bien d'accord. On peut plus facilement se concentrer, on n'a pas de bureau partagé, donc on n'a pas de collègues qui passent parce que l'œil est attiré automatiquement, le regard est attiré par la personne qui passe devant nous, par les discussions que les collègues peuvent avoir à côté de nous. Voilà, donc il y a plein de choses qui peuvent nous perturber et nous couper dans notre concentration quand on est au bureau. Et donc effectivement, quand on est à la maison, on peut peut-être, pas valable pour tout le monde encore une fois, mais on peut peut-être plus facilement se concentrer sur une tâche sans être interrompu. Mais encore faut-il être clair sur son planning, et je vais y venir dans la deuxième partie. Donc on est toujours, pour finir sur ce point-là, on est toujours dans ce même principe de pensée utile et de pensée positive. On peut aussi très bien se dire, dans cette situation de confinement, dans cette situation de télétravail, je vis des situations atypiques. Je pense au premier confinement avec les enfants où on voyait passer devant la caméra les enfants de votre collègue. On voit sa collègue Francine en réunion qui n'a pas éteint sa caméra, qui galère avec l'équipement. Tout ça, c'est des éléments un petit peu rigolos, mais qui permettent au final de créer une autre relation avec nos collègues. Et ça peut être intéressant pour créer de nouveaux liens et pour avoir aussi une nouvelle dynamique d'équipe. Voilà, donc j'essaye un peu de retirer aussi les côtés positifs dans cette situation de télétravail, et ça peut aussi, et vous l'avez dit aussi tout à l'heure, et c'est très important, permettre à des milliers d'entreprises réfractaires au télétravail à s'y mettre, contraintes et forcées, mais à s'y mettre quand même, petit à petit, et surtout de voir que ça fonctionne. Les gens ne sont pas chez eux à se tourner les pouces, quoi. Ça met un coup de pied à cette image-là, et ça, c'est une belle avancée, quoi. Pour moi, en tout cas, j'espère que vous partagez cette idée. Pour moi, c'est un des grands points positifs de cette situation-là. Ça met un peu des coups de pied dans les images préconçues qu'on peut avoir du télétravail, et ça peut aider aussi certaines entreprises qui y étaient réfractaires à passer le cap, quoi. Donc ça, c'est important que vous, en tout cas, si je reprends un petit peu cette idée de voir le positif dans cette situation, que vous puissiez voir ce qui vous parle le plus dans tout ce qu'on a pu évoquer là, tout ce qu'on a pu échanger ensemble, les pensées positives qui vous sont le plus, je dirais, le plus utiles. En tout cas, retenez-en quelques-unes et surtout, pensez-y, quoi. Voilà. Anthony, dans mon cas, la plus grande productivité était valable jusqu'à un certain point. Puis au bout d'un certain temps, la bascule s'inverse et je deviens moins productif. Peut-être aussi qu'avec le temps, effectivement, il y a un petit peu cet effet de... Alors, c'est peut-être pas que le télétravail, hein, c'est peut-être aussi un petit peu la situation, le contexte qui crée aussi
peut-être cette démotivation. Il y a cette perte de lien, on va y venir parce que c'est encore une fois très important de pouvoir maintenir ce lien. Le rythme qu'il faut aussi garder, j'aime pas trop les il faut, mais là c'est quand même assez essentiel de pouvoir soit conserver le même rythme, si ça nous rassure, le temps de s'autoréguler, mais le mieux c'est d'avoir quand même un rythme qui est le nôtre et sans avoir ce sentiment de dette envers l'entreprise en se disant oh, il est 13h30 ou 14h, je me suis pas remis au boulot. En fait, si on part du principe que ce qui est important pour votre patron, pour votre directeur, pour votre manager, c'est que le boulot soit fait, quoi. Si le boulot il est fait et que vous n'avez pas passé vos 7 heures au travail, en soi, je vois pas trop où est le souci, du moment que le travail est fait et bien fait. Et je pense que c'est vraiment ça l'essentiel pour pas se créer cette situation de ce sentiment de dette envers l'entreprise. Delphine est l'inverse aussi, l'exemple typique en temps normal, en télétravail, l'attente parfois du conjoint, de la conjointe d'avoir rangé. Oh là là, oui, Delphine, c'est un grand sujet. Effectivement, on a tendance peut-être un peu à s'éparpiller en télétravail, à avoir des attentes, surtout que si vous êtes en couple, vous êtes peut-être tous les deux à la maison et on va y venir parce que justement, si on est deux à la maison, il est encore plus important d'être bien au clair sur son espace de travail, sur son planning, sur son rythme, en fait, tout simplement. Donc, effectivement, on va y venir aussi. Je vois que en créant un petit peu ma réflexion autour de ce webinaire, je vais pouvoir aussi aborder tous les thèmes que vous avez évoqués là, et ça, c'est tant mieux. Voilà, s'il y a d'autres choses, n'hésitez pas. Je vous propose, s'il n'y a pas de questions là-dessus, de passer au troisième grand principe. Il n'y en a que 3. Après, on passera aux règles du télétravail. Il n'y en a que 3, mais ils sont très importants. C'est pour ça que j'ai voulu démarrer par là. Donc, le troisième grand principe qui est de baisser son cortisol. On est dans une période, encore une fois, qui est hyper angoissante, qui peut être en tout cas hyper angoissante, qui peut être très stressante. C'est une rupture qu'on vit en ce moment. C'est quelque chose, encore une fois, d'atypique. On a l'incertitude, on a plein de choses qui arrivent en ce moment et qui peuvent donc créer du stress. L'objectif, si vous y arrivez, si vous l'acceptez, si vous acceptez votre mission, ça va être de trouver tout bon moyen pour baisser ce niveau de stress et donc baisser le cortisol. Donc ma question, encore une fois, j'aime bien un peu vous poser des questions ouvertes comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre aujourd'hui pour, première chose, vous faire du bien, vous faire plaisir, ou et réduire votre stress ou réduire les tensions? Voilà. Est-ce que vous avez déjà des idées par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites depuis le début de ce confinement en télétravail qui vous font du bien? N'hésitez pas à partager vos astuces. Amélie, faire du sport, du yoga, de la méditation, oui. Alors le mouvement, c'est la vie. Voilà. La méditation aussi, et on va y revenir parce que c'est Mathilde, faire de la méditation pendant les pauses, effectivement pouvoir se recentrer sur sa respiration, faire un break tout simplement, couper, faire une vraie pause. On fait pas la pause devant les mails, on fait pas la pause devant son ordinateur, non, on coupe vraiment. On se pose, soit on est dans le mouvement, soit on se centre sur sa respiration. Caler des moments de détente dans son agenda, faire du sport, par exemple. Effectivement, Wendy, tout à fait. Bouquiner le midi, Delphine, oui, ça c'est la vraie pause. Faire du sport grâce à une appli en ligne, super Catherine. Si vous avez des astuces de bonnes applis en ligne, n'hésitez pas à partager. On y pense, mais on le fait pas forcément. Je suis d'accord, Mathilde. Pourquoi on le fait pas forcément? C'est une bonne question à se poser. Qu'est-ce qui fait que je prends pas ce temps pour me faire du bien en fait et pour être encore plus efficace après et d'autant plus si on a beaucoup de travail en fait. Vous allez me dire mais si on est débordé, etc., j'ai pas le temps. Mais si en fait, 5 minutes de méditation, c'est aussi efficace qu'une heure, franchement. On parlera tout à l'heure de la méditation justement. Mais c'est hyper important, ou ne serait-ce que se lever, d'aller faire un tour, la marche, on en parlera aussi parce que c'est hyper important de pouvoir se mettre en mouvement pour justement baisser le niveau de stress.
Appeler des proches, Amélie, effectivement. Yoga le mardi sur la plateforme à Bonne Fée, merci Delphine. Catherine, dormir davantage en utilisant le temps de transport du matin. Mais oui, Catherine, vous avez tout à fait raison. Et là, vous êtes tout à fait dans votre organisation, c'est-à-dire que vous gérez vous créez votre rythme en fonction de vous. Donc, vous allez préférer prendre ce temps-là, du temps de transport pour dormir. D'autres vont peut-être préférer prendre ce temps de transport pour travailler. OK, à condition qu'on ne travaille pas plus au final. Parce que c'est pas ça l'idée en fait. Il y a l'appli de la sécurité sociale ActiveDo qui est pas mal. OK, Morgane, merci. Mais je suis plus motivée par un cours. Oui, je comprends. OK, bah merci pour ce partage. Donc effectivement, le mouvement. Donc déjà, il y a l'application des 2 premiers principes, hein, qu'on a évoqués juste avant. Pouvoir voir les choses positivement et pouvoir aussi accepter, ce sur quoi on n'a pas le contrôle. Déjà, si vous faites ça, je peux vous assurer que ça va baisser votre cortisol aussi. Vous avez aussi donc le mouvement, effectivement, yoga, pilates, sport plus généralement. Si vous n'êtes pas du tout sportif, c'est pas grave en fait, ou même si vous l'êtes d'ailleurs, la marche. La marche, c'est excellent. C'est quelque chose d'essentiel pour baisser le niveau de stress. On avait 1 heure par jour, profitez-en. Là, on va avoir un peu plus, c'est super, hein. Donc profitez-en pour pouvoir bouger. Je fais une référence à Christophe André, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous connaissent. C'est un psychiatre qui a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres, qui fait beaucoup d'interventions sur YouTube, qui nous parle de la marche, pas forcément la marche qui nous conduit quelque part. C'est-à-dire qu'on ne marche pas pour aller d'un point A à un point B. On peut aussi juste marcher, en fait. Marcher pour s'aérer l'esprit, marcher pour nous retrouver, pas en lien avec de la performance, pas en lien avec la rapidité, non. On marche pour nettoyer l'esprit. On marche pour ne plus avoir les soucis en tête ou au contraire pour qu'ils passent, en fait. La marche, en fait, ça induit des ressentis émotionnels agréables. Tout à fait. Il y a une appli sympa, nous dit Morgane, pour faire des marches un peu fun. Génial, je connais pas. Géocaching, il faut retrouver des petites capsules cachées, ça existe pas. Génial, ah, je connaissais pas du tout, Morgane, merci pour l'info. Ça existe partout en France et même à l'étranger. Super. Bah, je regarderai. Merci pour l'info. Mais effectivement, la marche, c'est quelque chose, même à la maison, j'ai envie de dire. Ayant la chance d'être à la campagne, Régine, je m'oblige à bouger après le déjeuner 15 à 20 minutes, qu'il fasse beau ou non. Mais bravo Régine, vous avez tout à fait les bons principes, en tout cas la bonne façon de faire. 15-20 minutes, ça suffit vraiment pour se nettoyer l'esprit, encore une fois. Je vais revenir juste sur ce que disait Delphine, méditer pour ne plus stresser. J'irai même plus loin. Cette question est intéressante, même si ce n'est pas encore une fois l'objet du webinaire, mais je vais y répondre quand même rapidement. Méditer, en fait, n'a pas d'objectif. Même si je vous dis là, il faut baisser le cortisol, il faut méditer, etc. Mais il ne faut pas que vous disiez, tiens, je vais méditer, ça va baisser mon cortisol. Non, je vais méditer juste pour méditer, en fait. La méditation, et encore une fois, je reviendrai sur Christophe André qui l'explique très, très bien. Vous avez des vidéos sur YouTube qui sont vraiment très intéressantes à ce niveau-là, parce qu'il explique ce qu'est la méditation pleine conscience. Et la méditation pleine conscience, je dirais le premier principe pour méditer en pleine conscience, c'est de ne pas avoir d'objectif. C'est de ne pas avoir d'attente. C'est de méditer pour méditer, en fait. Juste pour être, je dirais, axé sur le temps présent, sur la respiration, sur le moment que je suis en train de vivre, tout simplement. On médite pas pour, on médite tout simplement. Donc effectivement, la méditation pleine conscience, c'est très intéressant. La relaxation, alors plus globalement la relaxation, la respiration, la sophrologie, la visualisation aussi, juste le fait de fermer les yeux et de vous reconnecter à un endroit qui vous fait du bien.
Ça peut être à la mer, ça peut être entouré de vos proches, ça peut être où vous voulez, avec qui vous voulez. Mais ne serait-ce que fermer les yeux pendant 5 minutes, 10 minutes si vous êtes à l'aise, et visualiser en fait tout simplement un endroit où vous vous sentez bien, où vous avez vécu un événement plein de bonheur. Tout ça, ça fait du bien, quoi, tout simplement. Et bien sûr que ça fait baisser le niveau de cortisol et nous, c'est ce qu'on veut faire. Voilà, si vous n'êtes pas trop méditation, parce qu'il y a l'application Petit Bambou qui est pas mal. Il y a beaucoup de structures qui proposent des méditations à distance, surtout en ce moment. Si vous n'êtes pas trop méditation, relaxation, si par exemple quand on vous demande de détendre les doigts de pied et que vous vous dites ah bah vous voyez c'est les joies du direct, j'ai ma montre qui me parle alors que je lui ai rien demandé. Bon, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi, c'est pas grave. Mais si vous êtes, si par exemple quand on vous demande de vous détendre les doigts de pied et que vous vous dites oh j'arrive pas à me détendre les doigts de pied, ça m'énerve, ça me stresse, il y a d'autres types de méditation qui existent. Vous avez par exemple la méditation par le son, la méditation avec les bols tibétains, par exemple, c'est-à-dire qu'on ne vous parle pas ou très peu, et on peut du coup méditer par le bruit, par le son des bols tibétains avec le gong. Et sincèrement, c'est une vraie révélation ce truc-là, j'ai adoré. Donc je vous partage. Voilà, si vous n'êtes pas trop méditation, relaxation comme on a l'habitude de le faire, voilà, il y a ça aussi qui existe et c'est très intéressant. Morgane, j'ai le boîtier non connecté de Nature et Découverte Morphée et j'adore. Ça regroupe plein d'exos dont Stéphanie parle. Super Morgane, merci pour le partage. Et effectivement, je vais aller voir aussi. J'apprends plein de choses aussi lors de ce webinaire. C'est super. C'est un vrai moment de partage. Je vous en remercie. Alors, la méditation, ça prend pas beaucoup de temps, mais ça peut avoir des effets vraiment très, très, très positifs. Donc, je vous invite vraiment, même si vous êtes débordé, d'autant plus si vous êtes débordé de travail, à vous prendre 5 minutes, 10 minutes pour le faire. Vous en serez bien plus efficace après. Et il existe tellement de typologies de méditation que vous allez trouver votre bonheur, ou de relaxation, ou de visualisation, ou de projection, tout ce que vous voudrez. Même de sophrologie, il y a des sophrologues à distance qui font ça très bien aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de tout ça. Je vois l'heure qui tourne, donc je vais essayer de passer un petit peu sur la suite pour que vous puissiez aussi avoir la seconde partie du webinaire. Alors, si on reste dans le même objectif de baisser le cortisol, on va changer un peu de domaine, mais ça va avec de rester dans le relationnel. On y reviendra tout à l'heure à un autre niveau, mais l'objectif ici, c'est d'appeler ses proches, de rester en lien avec les autres, même si on ne peut pas physiquement être en face d'eux. Ça participe à notre bien-être d'être avec les autres. Hein. On est un être social. Même si on ne peut pas physiquement être là, il est nécessaire de garder ce lien. Profitons des outils technologiques. Profitons justement de cette flexibilité du télétravail pour appeler mamie qui est restée à la campagne. Voilà, pour avoir cette liberté en fait de rester connecté avec les autres, avec ceux qui nous entourent, avec les proches qui nous font du bien en fait. Voilà. Et c'est très important. Le dernier point que je vais aborder ensuite sur le fait de voir les choses positivement. Il y a peut-être aussi quelque chose. Alors, je vais passer du coup parce qu'on a fait la respiration. Vous voyez sur la diapo le fait de se bouger, de se mettre en mouvement. Et ensuite, si je passe, on a des belles images, mais on l'a déjà évoqué, le fait, excusez-moi, d'être en lien avec les autres. Donc là, on voit effectivement avec les outils technologiques qu'on peut être en lien avec les autres, même à distance. Alors, c'est pas pareil, même si le toucher, c'est très important, bien évidemment. Encore une fois, c'est indispensable de pouvoir être avec les autres et pas seulement la famille avec qui on est confiné, quoi. Hein, que ce soit les collègues aussi, si ça nous fait du bien, que ce soit les amis, la famille, enfin voilà, profiter de cette flexibilité du télétravail pour ça et des outils technologiques qu'on a la chance d'en avoir. Je passe au dernier point aussi par rapport au fait de baisser le cortisol. Vous allez me dire, je suis beaucoup dans la psychologie positive, mais en même temps,
c'est tellement important, tellement magique de pouvoir s'en servir en fait et de se rendre compte qu'on a la main là-dessus. Je pense que la diapo, elle parle d'elle-même. On va se fixer plutôt sur des choses positives que des choses anxiogènes, bien sûr. Au-delà des pensées, on va se fixer sur des choses positives dans ce qu'on regarde. Éviter BFM. Dans même les films qu'on regarde, les séries qu'on regarde, tout ce qu'on peut regarder finalement à la télé, sur Netflix, on parlait tout à l'heure de Netflix, soyons axés sur le positif, on en a besoin en ce moment. On peut aussi être axé sur le positif dans ce qu'on écoute. Ça peut être des podcasts de psychologie positive, ça peut être des podcasts de développement personnel, il y en a plein maintenant. Ça dure 20 minutes, 15-20 minutes sur un sujet qui nous intéresse, qui nous inspire, qui nous anime et surtout qui est positif. On a besoin de positif dans nos vies en ce moment, donc allons-y, profitons-en. Voilà, c'était mon dernier point par rapport à ces 3 grands principes-là. J'espère que vous avez aimé partager cette première partie avec moi. Faire des pauses virtuelles, café avec les collègues, Amélie, super, on va y revenir, c'est très, très important. Régine nous donne un petit conseil, prendre 5 minutes en se concentrant sur sa respiration. On inspire, on bloque, on expire en conscience avec une expiration bruyante pour lâcher. On s'en fiche, on est seul. Vous avez raison, Régine. C'est merci. Oui, effectivement, pouvoir se recentrer sur la respiration, encore une fois. Ça peut prendre 5 minutes et ça peut avoir des effets tellement bénéfiques. L'importance de la pause café, club virtuel ou café sans club aussi tout court, hyper important. On y reviendra sur les pauses café parce qu'on sait très bien, je suis intervenue maintes fois en entreprise, et à chaque fois, je le répétais au management, à la direction et même aux salariés, une pause café n'est jamais qu'une pause café. Une pause café, il se passe plein de choses autour et en général, pendant la pause café, donc déjà ça maintient le lien, ça a vraiment beaucoup d'avantages et à un moment donné, on arrive toujours sur la question du boulot. Donc on fait jamais de pause café juste pour papoter en fait. Ça a toujours un sens, un intérêt et c'est hyper important les pauses café. Voilà. Alors voilà ces 3 principes. S'il n'y a pas de réaction particulière, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie en tout cas sur toutes vos réactions qui ont été très très riches. On va passer à la deuxième partie qui sera un peu plus concrète, je dirais, un peu moins globale, un peu plus axée sur des règles assez précises pour bien télétravailler. Oui, Morgane, effectivement, une mine d'informations quand vous étiez en industrie, c'est Pause Cigarette, je suis tout à fait d'accord. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de ce webinaire, donc les règles à respecter. Alors, à respecter, oui, mais à respecter pour vous surtout, parce qu'on est toujours, bien sûr, dans cette envie, ce besoin de vous faire du bien dans ce contexte de télétravail, c'est important. Donc, sur quoi on peut travailler pour améliorer ce temps de travail à la maison, sur lequel on n'a pas la main, je rappelle, on est obligé de le faire, on le subit un peu. Donc, comment on peut faire au-delà des pensées positives qu'on peut avoir pour bien le faire et le faire de façon efficace? J'y viens, quel suspense. Alors, organiser son espace de travail, c'est vraiment le premier point. On organise son espace de travail, même si c'est sur le comptoir de la cuisine. Vous avez votre matériel, vous avez une connexion Internet, vous avez votre ordi, vos dossiers à proximité. Vous êtes organisé comme vous l'estimez efficace. On est dans une pièce lumineuse, parce que, alors c'est mon côté ergonome qui ressort. On est dans une pièce lumineuse, c'est-à-dire qu'on a au moins une ouverture sur l'extérieur. C'est obligatoire d'avoir une fenêtre dans un bureau, ou au moins pas trop loin. On est au calme, si on peut. On va y revenir. Il faut que ce soit un espace qui soit le vôtre et qui soit identifié comme le vôtre surtout, parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir un bureau. Vous voyez, moi, je suis dans mon salon. Bon, et il y a mon mari qui habituellement travaille à côté, donc on travaille côte à côte, donc c'est vraiment du vécu. On est dans un espace qui sera identifié comme le vôtre. Alors, si vous avez un lieu isolé, si vous êtes 2 à la maison, bien évidemment qu'il est recommandé de pouvoir se scinder, si on peut.
Si on a une pièce, c'est l'idéal, mais sinon, c'est pas grave en fait, parce que l'important, c'est que cet espace soit identifié comme tel par tous les membres de la famille. C'est très important parce que le comptoir de la cuisine, ça peut être très bien aussi. Parce que cet espace est identifié comme le vôtre, donc ça pose pas forcément de soucis. Et parce que aussi, vous pouvez travailler un petit peu debout. Et on sait bien que c'est bien de travailler, de pas rester assis pendant des heures et des heures. Je vais y revenir, hein, parce que ça, c'est pas du tout recommandé, bien sûr. Surtout si on a un travail sur écran qui est très prenant, il est nécessaire de faire des pauses. Là, pour le coup, il n'y a pas de débat. Donc, il peut y avoir, par exemple, un panneau sur la porte du salon qui indique si on est disponible, pas disponible, si la boutique est ouverte, ou alors avec les horaires d'ouverture, j'en sais rien. À vous de voir si, surtout, vous avez des enfants qui rentrent de l'école, qui sont peut-être un peu bruyants. On n'est pas tous dispo à 16h30. Donc voilà, ça peut beaucoup aider à rendre clair. On est juste sur la clarté de l'espace de travail, là, l'organisation et la clarté. Ça peut aider à rendre clair son espace de travail et surtout les limites de cet espace de travail. Donc encore une fois, c'est pas grave si c'est sur le comptoir de la cuisine. Alors, ça peut être un petit peu désagréable sur le coup, mais en soi, si cet espace est identifié comme le vôtre et si vous arrivez à l'organiser pour qu'il soit efficace et optimal, en soi, il n'y a pas de problème en fait. Voilà pour ce premier point, c'est court. Je ne vais pas jusqu'à l'organisation ergonomique de l'espace de travail. Alors oui, on évite de se mettre dos à la fenêtre pour avoir les reflets. Je ne vais pas aller dans le détail là. Ça, vous pouvez très facilement trouver sur Internet si vous avez besoin de savoir comment placer votre écran. Voilà. On évite de travailler sur un portable où on se met souvent voûté comme ça. On essaye de le surélever un peu. Un petit tapis de souris pour protéger aussi, hein, voilà, pour se protéger des TMS, des troubles musculo-squelettiques. Bon, voilà, ça c'est des bonnes habitudes qu'on prend aussi au bureau, hein. Voilà, pouvoir bien organiser son espace de travail, c'est pas valable qu'à la maison. Une souris ergonomique, Morgane, exactement aussi. On évite d'être sur juste le clavier sans la souris sur l'ordi portable, sauf si on est beaucoup plus à l'aise là-dessus. Enfin voilà, il existe plein de choses. Je vais pas aller là-dessus parce que vraiment ça peut aller très loin dans la technique. Et là, pour le coup, voilà. Ce qui est important, c'est que vous soyez à l'aise. On va y venir après sur les pauses, sur le rythme, etc. Parce que je pense que c'est bien plus important que ce que je suis en train de vous dire là. Donc, je vous propose… Alors, le deuxième point, du coup, j'enchaîne, hein, parce que je vois l'heure qui tourne aussi, j'essaie de respecter mon horaire, d'avoir un planning clair et précis. Ça va avec le point d'avant, hein, c'est-à-dire que ça va avec la clarté de l'espace, d'avoir un planning clair et précis. C'est indispensable, hein. Surtout si vous êtes plusieurs à télétravailler à la maison. Donc, avoir chacun son espace, super, dans le meilleur des cas, une pièce séparée. Sinon, un planning rigoureusement pensé et validé par vous, mais par l'ensemble des personnes qui télétravaillent. Parce que si c'est juste validé par vous, ça sert à rien en fait, hein. Selon les réunions, selon les moments où vous avez besoin de concentration. L'objectif, c'est que vous soyez tous concernés par ce planning. Comme ça, il n'y a pas de plainte, c'est acté. Enfin, je veux dire, à un moment, si les choses sont dites, sont réfléchies ensemble, sont actées, sont validées, il n'y a pas de souci. Si vous êtes avec votre conjoint ou votre conjointe toute la journée en réunion tous les deux, ça risque d'être compliqué, hein, de la même façon que si vous êtes dans une activité qui demande de la concentration et que votre conjoint ou votre conjointe est en réunion de travail, bah, c'est pareil, ça ne va pas trop le faire. Donc, on a le casque, évidemment, avec la musique, mais un casque toute la journée, alors ça peut, hein, mais pas tous les jours et pas pendant 7 heures par jour, quoi, 6 ou 7 heures par jour. Ça peut être difficile et ça peut faire monter aussi la tension, hein. Donc, un planning clair pour vous, pour votre conjoint ou votre conjointe et vos collègues, hein, et vos collègues. Les plages horaires où vous n'êtes pas disponible sont clairement identifiées. Alors, soit dans un calendrier partagé, soit dans une messagerie instantanée. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils. Je vais y revenir. Ça. On a beaucoup d'outils. Alors, c'est très bien.
d'avoir beaucoup d'outils. Mais par contre, du coup, on vous contacte par tous les outils possibles et inimaginables. On vous contacte par téléphone, on vous contacte sur la messagerie instantanée, on vous contacte par mail. Voilà, on peut vous contacter par plein de canaux différents. Et il est important aussi à un moment de mettre la limite par rapport à ces canaux-là, sauf s'il y a une urgence, bien sûr. On y reviendra aussi sur la question de la priorisation. Mais en tout cas, voilà, pouvoir aussi exprimer, rendre visible qu'on n'est pas disponible. Le télétravail repose sur la confiance. Je vais y venir parce que c'est très important. S'il y a des managers parmi nous, s'il y a des directeurs parmi nous, n'abusez pas des réunions, s'il vous plaît. L'objectif de la réunion, ça doit avoir vraiment un objectif particulier. On ne fait pas des réunions, on n'impose pas des réunions, des points toute la journée parce qu'on veut voir si la personne est bien là, à son poste, au travail. L'objectif, c'est la confiance. Enfin, voilà, le deal, c'est la confiance quand même. Le télétravail, habituellement, repose sur la confiance. Mais on y reviendra tout à l'heure, parce que ça, c'est important aussi. J'ai vu qu'il y avait la question qui était présente tout à l'heure. Donc, comment on fait ça aussi? On se donne des objectifs. Parce que plus on est au clair sur ce qu'on veut faire dans la journée et sur nos priorités, si on peut se permettre d'anticiper un peu, si on ne peut pas, c'est un peu plus compliqué. Mais si on peut, en tout cas, on peut se permettre d'anticiper les priorités. Vous pouvez définir vos objectifs de la semaine. Vous pouvez décliner ces objectifs sur chaque jour. Et puis, vous pouvez revoir ces objectifs régulièrement. Voilà. Ça vous permettra d'y voir plus clair déjà et de prioriser. Et prioriser quand on est en télétravail, ça permet de ne pas tout faire en même temps, de ne pas s'éparpiller, de ne pas toujours être dispo pour éteindre tous les incendies parce que ça, là, le niveau de cortisol, ça ne va pas être bon pour vous. Donc voilà, c'est très important de pouvoir prendre ça en compte. En fait, il y a peut-être une seule question à se poser le matin, alors pas quand on se lève parce que c'est un peu rude, mais quand on arrive à son poste de travail, quelles sont les 2, 3, 4 choses sur lesquelles je dois avancer aujourd'hui, par exemple? Vous pouvez juste vous poser cette question simple qui vous permettra de pouvoir continuer votre travail dans la journée en étant plus au clair avec ce que vous avez à faire et de pouvoir aussi du coup dire non. Et oui, et ça peut être l'objet de tout un webinaire aussi. Parce que si on est plus au clair sur ce qu'on doit faire, sur nos limites, sur ce qui est possible, pas possible, acceptable, pas acceptable, on peut aussi dire non plus facilement. Voilà, je n'irai pas plus loin parce que c'est un sujet à lui tout seul. Vanessa, l'un des avantages du télétravail, c'est qu'une fois qu'on nous a contactés par tous les canaux, on ne déboule pas dans le bureau pour vérifier que j'ai bien eu le message. Oui, Vanessa, je suis tout à fait d'accord. Une fois qu'on a bien harcelé par tous les canaux possibles, c'est sûr que là, on ne peut pas débouler chez vous. C'est l'avantage. Je suis bien d'accord. Alors, troisième point, on garde le rythme. Moi, pour le coup, là, sur le rythme, je suis pas bonne parce que je vois qu'il est 13 heures. J'espère que vous pouvez encore rester un petit peu avec nous parce que la suite, j'espère, vous intéressera tout autant. Donc, on garde le rythme. Tout à l'heure, j'ai évoqué des études, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur les domaines qui étaient améliorés en télétravail. Donc, ça montre aussi, alors il y a des choses qui sont améliorées, mais ça montre aussi qu'il y a des choses qui parfois sont plus compliquées. Donc, la même étude a montré, enfin plusieurs études d'ailleurs, ont montré que en général, on augmente le temps de travail et la charge de travail ressentie. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut se poser la question, mais pourquoi Alors, c'est bien connu, on a tendance à télétravailler plus en télétravail. Comme si, et ça c'est très important, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais là on va y revenir, comme si on devait compenser de ne pas être sur place. Finalement, comme si on devait prouver quelque chose, comme si on devait montrer qu'on avait bien travaillé aujourd'hui. On crée une dette en fait. C'est comme si on avait une dette vis-à-vis de notre employeur, vis-à-vis de l'entreprise qui nous accorde de travailler à la maison. Alors, non, non. Si vous êtes dans cet esprit-là de dette, forcément, vous allez plus travailler.
forcément, vous allez vouloir en faire plus. Forcément, vous allez vouloir montrer que vous êtes en train de travailler. Le temps de travail peut augmenter pour plusieurs raisons différentes. Il peut augmenter parce que on vous l'augmente en interne, on vous donne plus de travail. Bon, je ne vous souhaite pas, mais ça peut arriver. À partir du moment où c'est pas chronique, où c'est pas toute l'année, si c'est ponctuel, si c'est possible pour vous, bon, ça peut arriver. Mais le temps de travail peut augmenter aussi par rapport à l'autonomie que vous avez. Alors l'autonomie, il peut y avoir plusieurs degrés d'autonomie. On a l'autonomie technique, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément à l'aise dans son poste. D'habitude, on prend plus de temps pour faire les choses, on redécouvre les choses. Et aussi, on a les collègues à côté qui peuvent nous aider quand on est au bureau. Et oui. Donc, on prend plus de temps, là peut-être en télétravail, parce que les collègues ne sont pas là. Et que peut-être on s'autorise moins aussi à les déranger si on a une interrogation. Donc l'isolement, ça n'aide pas en fait par rapport à cette question de l'autonomie. Et on a aussi l'autonomie dans la gestion du temps. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être apte, est-ce qu'on va être capable de gérer nos horaires, on en parlait tout à l'heure, et de gérer nos temps de pause aussi. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que ça signifie que si vous êtes moins à l'aise dans votre poste, si vous avez du mal à réguler vos horaires et vos temps de repos, vous pourrez augmenter votre charge de travail et en tout cas votre amplitude horaire. D'autant plus, et j'y reviens encore une fois, si vous avez ce sentiment de dette. N'hésitez pas à partager si ça vous rappelle quelque chose, ce sentiment de dette, ou si vous, pas du tout, vous n'êtes pas dans ce sentiment de dette-là, ce que je vous souhaite. Donc oui, en télétravail, on a tendance à s'imposer une amplitude horaire plus grande, une disponibilité plus importante, on est joignable, on est accessible en quasi-permanence. Mais pourquoi? Pourtant, c'est ça. Pourtant, ce n'est pas parce que vous travaillez chez vous, encore une fois, que vous êtes obligé d'être disponible dans la seconde. Tout comme lorsque vous êtes au bureau, en fait, je fais le parallèle parce que c'est exactement la même chose. Vous pouvez avoir besoin de concentration sur une tâche, vous pouvez avoir besoin de faire des pauses, vous pouvez être déjà en ligne avec quelqu'un et donc vous n'êtes pas disponible en soi. Donc, il va être nécessaire d'apprendre à gérer son temps, ses horaires, son amplitude horaire pour soi et aussi pour les autres, d'apprendre à relativiser l'urgence aussi, mais surtout à ne pas accepter, à ne pas être en dette parce qu'on est en télétravail. Et ça, je pense que c'est vraiment, on va dire, le fil conducteur de tout ça, de toute cette question du télétravail. Alors, comment on fait pour faire ça? On pose des limites. Alors, vous avez eu probablement un moment d'adaptation, un moment d'autorégulation. C'est normal, ça concerne le temps de travail, ça concerne la façon dont on vit ce travail et les frontières aussi entre le professionnel et le personnel. Donc ça, c'est normal que vous ayez un petit temps d'adaptation, le temps de vous organiser. On teste, on voit ce qui fonctionne pas, ce qui nous convient, ce qui nous convient pas. À la limite, c'est très bien de tester. Il n'y a pas de règle universelle là-dessus. Ça dépend de votre travail déjà, ça dépend de votre métier, ça dépend de vous. Ça dépend de votre rôle dans ce travail. Ça dépend de tellement de paramètres, en fait, qu'il n'y a pas de règle universelle. Ça va peut-être être un peu frustrant pour vous que je vous dise ça, mais c'est pourtant vrai. L'objectif, ça va être quand même de garder un rythme et une routine, en tout cas. Une routine qui sera la vôtre. On se lève à une heure particulière, on démarre le travail à un horaire particulier, on sait comment on va démarrer la journée. On a des moments et la manière de faire des pauses. On se déconnecte. Ça, on va y revenir, c'est très important. Et on a une heure de coucher. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, que ce soit pour le confinement ou le télétravail, la règle est la même. On garde le rythme. On se lève, on prend un petit déj, on se douche, on s'habille comme si on partait au travail. Même si on garde les chaussons, c'est pas grave. En fait, en soi, on est prêt. On démarre et on finit soit à la même heure que d'habitude, ou si on démarre plus tôt, on finira plus tôt. Au revoir Morgane, merci, au plaisir. Alors je vous dis ça, mais en fait, c'est pas que ça. Ceci étant, on peut se dire aussi que comme on est plus efficace en télétravail, si on ne nous colle pas des réunions toutes les 5 minutes, on est bien d'accord, pourquoi ne pas se permettre d'être plus flexible?
Vous pouvez aussi choisir de définir votre journée de travail, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais j'y reviens, en fonction de votre rythme. Les moments où vous êtes plus en forme dans la journée, on est tous différents là-dessus. Vos coups de mou, votre envie de faire une petite sieste à 13h30. J'y reviens, la sieste, parce qu'il y a beaucoup, je vais y revenir encore après, mais il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à mettre ça en place et ça, je suis super contente parce que vraiment, c'est utile là pour le coup. Et on est tous différents là-dessus. Donc, peut-être que vous pourriez, dans un premier temps, réfléchir à la routine que vous souhaiteriez définir. OK, j'ai envie d'être plus flexible, mais j'ai envie quand même d'avoir une routine qui me rassure et qui me permet de pas avoir de débordement. Et on va y revenir à la question de la déconnexion et donc du potentiel débordement. Je vous propose de partir sur l'autre point qui est de faire des pauses. Ça va avec, en fait. Ça va avec le fait de garder le rythme. On fait une vraie pause le midi, s'il vous plaît. On ne mange pas avec un sandwich devant son écran. Pendant la pause déj, on ne répond pas aux mails en même temps. Stoppez-vous, arrêtez-vous, permettez-vous une vraie pause. Regardez la dame là sur l'image, c'est formidable, elle lit son livre, bon, elle mange ses pâtes. Pourquoi pas, en fait, juste on déconnecte. On peut faire une sieste de 15-20 minutes après le déjeuner, on est bien plus efficace après. Il y a plein d'études qui le montrent et qui le démontrent. Donc n'hésitez pas, même un temps de relaxation. On s'autorise à aller promener le chien, on revient sur la question du mouvement, à faire 1 minute de gainage aussi, si on a envie. Peut-être pas après le repas, mais en tout cas avant, ou quand on décide de faire une pause. Moi, je vous rappelle quand même les recommandations de l'INRS, donc qui est l'Institut national de recherche et de sécurité. On aménage une pause d'au moins 5 minutes toutes les heures. Oui, toutes les heures. Si la tâche sur écran est une tâche intensive. Sinon, c'est un quart d'heure toutes les 2 heures. Un quart d'heure toutes les 2 heures. Si la tâche l'est un peu moins. Pendant ces pauses, l'INRS préconise aussi de se lever de son poste et d'être dans le mouvement, de faire des choses en fait tout simplement pour rompre la posture statique assise, qui est pas bonne du tout liée au travail sur écran. Mon côté ergonome qui revient. Mais c'est quand même très important de pouvoir aussi faire ce break. Mais encore une fois, c'est en lien avec ce sentiment de dette que vous avez ou que vous n'avez pas. Donc voilà, accordez-vous au moins ces 15 minutes toutes les 2 heures. Si vous n'êtes pas à l'aise avec 15 minutes, 10 minutes, voilà. Mais au moins 10 minutes toutes les 2 heures. Au moins, levez-vous, allez faire un tour dans votre appartement ou allez promener le chien 10 minutes et vous revenez. Si vous n'avez pas de chien, promenez-vous vous-même. La marche, encore une fois. Vraiment déconnecter, en fait. Ça vous permet de rompre cette posture, de rompre les yeux aussi qui fatiguent par rapport au travail sur écran. Donc voilà, c'est très important de faire des pauses. Et encore une fois, on ne perd pas de temps. Pourquoi on ne perd pas de temps? Parce qu'on est bien plus efficace après. Voilà, s'il y a toujours pas de réaction, j'essaye d'avancer et on finira. Il reste encore deux points très importants. Maintenir le lien. On en a déjà parlé tout à l'heure. On a la chance d'avoir le téléphone, le visio, alors les lives comme ça. On a plein d'outils maintenant pour nous permettre de communiquer. Profitons-en en fait, tout simplement, pour ne pas nous sentir isolés. N'hésitez pas à papoter avec un collègue ou à demander de l'aide à vos collègues si vous avez besoin. On sait bien l'importance des échanges, encore une fois, autour de la machine à café. J'y reviens encore. Voilà, c'est tellement important. On en parle souvent. Je sais que j'ai beaucoup de managers qui m'en parlent, mais ils passent trop de temps à côté de la machine à café. Mais non, en fait, tout ça, ça peut être aussi déjà du temps entre collègues pour maintenir un lien. Et on sait que se sentir bien avec ses collègues, ça fait partie aussi d'un travail efficace. Pouvoir aussi aborder des questions du boulot sans que ce soit officialisé, sans que ce soit prévu, sans que ce soit dans le cadre d'une réunion, bah, c'est hyper important juste pour s'enrichir en fait, comme on le fait là à travers ce webinaire. Hein. Des trucs et astuces, ah bah moi avec ce dossier-là, j'aurais peut-être plutôt fait comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, ben ça peut être aussi à la machine à café, pourquoi pas? Et c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, c'est bien connu. Donc, prévoyez ces temps de pause café aussi, si vous le voulez, en live, entre vous, avec vos collègues que vous aimez bien, avec qui vous vous sentez bien. Voilà, pour partager des petits moments de plaisir entre vous,
boire votre café, raconter votre matinée, raconter le dossier ou le client un peu chiant que vous avez eu ce matin. Voilà, bah, tout ça, ça fait du bien aussi et ça permet de se décharger et de partager surtout. Donc le lien, c'est hyper important. Je fais une parenthèse pour les managers, s'il y a des managers parmi nous en tout cas des personnes qui managent une équipe, on est dans une période très compliquée, une période encore une fois de rupture. Ils ont besoin de vous. Les collègues se sentent peut-être démunis, alors par rapport aux outils ou par rapport à l'isolement. N'hésitez pas à dire bonjour le matin. N'hésitez pas à prévoir un temps de discussion. Alors, je ne vous parle pas des réunions à outrance, hein. Je vous parle vraiment d'un temps de discussion avec un collègue qui en aurait le besoin. Permettez-vous de relayer les informations ou en tout cas, si vous n'avez pas d'informations sur le contexte socio-économique de l'entreprise, de pouvoir être à l'écoute des collègues en cette période-là, qui peuvent se sentir isolés et surtout très anxieux par rapport à l'avenir. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ma boîte demain? Et qu'est-ce qui va se passer pour mon poste demain? Et ça, c'est très angoissant. Donc, d'avoir un manager qui a peut-être pas forcément les réponses aux questions, mais à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas grave, hein. Mais d'avoir un manager qui est à l'écoute de ça, c'est hyper important. C'est pas une période simple, encore une fois. Donc, montrez que vous êtes disponible. Vous êtes quand même, vous, manager, directeur, un repère pour la structure. C'est-à-dire que vous êtes aussi garant de la santé et de la sécurité de tous les collaborateurs qui vous entourent. Vous êtes le relais, en fait. Vous êtes l'informateur, d'une certaine façon, dans le bon sens du terme, pour tirer la sonnette d'alarme quand ça ne va pas. Vous êtes vigilant quant au temps de travail, quant à une éventuelle augmentation de ce temps de travail, quand vous voyez que quelqu'un ne déconnecte pas, quand vous voyez que vous recevez un mail à 23h30, c'est vous aussi là qui êtes garant. Donc c'est important, c'est là votre rôle en fait, hein, c'est d'être présent et d'être ce relais, d'être vigilant là-dessus, surtout, surtout, surtout dans cette période en télétravail, parce que vous ne voyez pas les gens. Donc c'est votre rôle aussi d'alarmer, de pouvoir réguler aussi s'il y a besoin. Merci Anthony, à bientôt. Voilà pour ce qui est de ce maintien du lien, mais je pense qu'on le sait tous au fond, mais c'est important de se le dire, hein. Et j'en viens bien sûr au dernier point, et non des moindres, si j'ose dire, on déconnecte. Alors, je vais boire un petit peu d'eau parce que quand même j'ai un peu soif, excusez-moi. Je déconnecte aussi un petit peu. Mais je me reconnecte immédiatement. Donc, avec le télétravail, l'équilibre vie professionnelle, vie privée, cet équilibre-là, il est généralement mis à rude épreuve, hein, et c'est d'autant plus vrai en confinement. Alors, on va avoir tendance à grignoter un peu, du temps, hein, je veux dire, on peut grignoter aussi, mais voilà. On va avoir tendance à s'y remettre le soir et du coup, à pas vraiment déconnecter en tant que tel. Et ça, c'est pas très, très bon. Je pense que vous le savez. À la fin de votre journée de travail, ce qu'il est nécessaire de faire, mais je vais y revenir, c'est de fermer l'ordinateur si vous travaillez sur écran. Et pour faire ça, l'objectif, ça va être d'essayer de vous consacrer à une activité qui vous permettra de vous déconnecter de votre travail. L'idéal, mais ça c'est valable aussi pour le boulot, quand vous êtes au bureau et avant de rentrer chez vous, d'avoir ce sas en fait de décompression. Et c'est valable aussi, encore une fois, quand on travaille au bureau, d'avoir ce moment en fait à nous où on peut se permettre de couper avec le travail et de se reconnecter à nous en tant que personne, en fait, parce qu'on n'est pas juste un collaborateur, on n'est pas juste un salarié, on est plein d'autres choses. Et donc, c'est important, effectivement, de pouvoir avoir ce sas de décompression. Ça peut être écouter un podcast, regarder des images apaisantes, fermer les yeux, encore une fois, visualiser un espace qui nous fait plaisir, qui nous rassure, qui nous fait du bien, s'imaginer dans un endroit qu'on aime. Je récapitule un peu tout ce qu'on s'est dit, aller marcher, avoir un coup de fil à un ami après la journée de travail pour se décharger ou alors pour juste passer un bon moment à partager, aller chercher les enfants à l'école. Mais avant d'aller chercher les enfants à l'école, quand même, d'avoir ce moment pour soi, marcher, libérer la pensée, pouvoir respirer,
Voilà. Donc tout ça, c'est très important. Donc comment concrètement on déconnecte, à part avoir ce sas quand même, prévoir quelque chose qui nous plaît. Soit on fonctionne à l'horaire, hein. Alors se mettre un horaire, un petit réveil, quand c'est l'heure, et on arrête. Soit on fonctionne à la tâche. Par contre, si on fonctionne à la tâche, on va aussi fonctionner en fonction d'un horaire limite. C'est-à-dire qu'on peut très bien se dire, OK, je vais finir cette dernière tâche parce que c'est important pour moi, parce que sinon je vais ruminer, parce que sinon je vais y penser toute la nuit, parce que je ne vais pas arriver à déconnecter. OK. Mais dans ce cas-là, mettez-vous une limite de temps. L'objectif, c'est pas de retravailler jusqu'à 23h30. L'objectif, c'est de faire un peu cet équilibre entre ce qui va nous stresser parce qu'on ne l'aura pas fait, mais ce qu'on peut aussi éventuellement remettre à demain, sans que ce soit un drame. Et ce qui est important pour nous à un moment en termes d'horaire et de temps passé avec soi-même et avec les autres dans la vie personnelle. Voilà, parce que ça peut créer des tensions et tout ce qui s'ensuit. Forcément, si on passe le temps qu'on a à la maison et la journée à travailler et le soir en plus à continuer de travailler, bon, c'est pas très très bon non plus. Le risque, en fait, c'est de ne jamais s'arrêter finalement et que vous y passiez votre soirée, forcément. Donc, voyez le verre à moitié plein, encore une fois. Cette période est idéale pour faire ce que vous n'avez jamais le temps de faire, pour être plus flexible, pour profiter de ce temps de transport, pour vous consacrer à des choses qui vous font du bien, encore une fois, qui sont importantes pour vous. Un nouvel apprentissage. Vous pouvez apprendre le ukulélé. Je vous dis ça parce que je suis en train d'apprendre le ukulélé. C'est pas facile, hein, mais voilà, il y a 4 accords, mais c'est quand même dur. Voilà, pour vous consacrer à quelque chose qui vous fait du bien, prendre un bain, j'en sais rien, passer plus de temps avec les enfants, cuisiner, voilà, faire des choses que vous aimez bien faire. Ce que vous voudrez à partir du moment où ça vous fait plaisir. On n'est pas obligé de prendre ce temps de trajet qu'on gagne, parce qu'on le gagne ce temps, pour travailler. Voilà, encore cette notion de dette, hein. Vous voyez si vous êtes dedans ou pas, mais c'est assez intéressant de se poser les questions. Voilà un petit peu pour ces 3 principes et ces quelques règles, en tout cas liées au télétravail. Pour conclure, en fait, par rapport à tout ce qu'on s'est dit là, rapidement, ne pas voir la situation actuelle de télétravail, encore une fois, si on y arrive, comme une dette que l'on doit à l'entreprise. Je travaille parce que je suis en télétravail et que je suis obligée de télétravailler, ou même quand vous l'avez négocié avec votre entreprise, c'est pareil, je télétravaille parce que je l'ai demandé à mon employeur et qu'il est d'accord, hein. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit montrer qu'on travaille, qu'on doit montrer qu'on passe plus de temps à faire les choses, qu'on est encore connecté à 20h, parce qu'après tout, dans la culture d'entreprise, on est encore en entreprise jusqu'à 19h, 19h30. Donc au final, comme on est chez soi, on peut se permettre de pousser jusqu'à 20h. Oui, mais pas que, en fait. Je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Non, je pense que vous l'avez bien compris pendant cette présentation. Merci Eric, au revoir, à bientôt. Déconnectez-vous Eric, oui, je suis tout à fait OK avec ça à 100%. Voilà, je pense que vous avez compris à travers tous les exemples qu'on a pu citer que c'était pas nécessaire, hein, et que vous avez chacun peut-être, on a chacun peut-être un petit travail à faire là-dessus et cette question à se poser qui est la suivante. OK, cette dette, est-ce que je ressens ce sentiment de dette quand je suis en télétravail et pourquoi? Voilà, je crois que je vais conclure là-dessus sur cette question ouverte, hein, parce que j'ai largement dépassé mon temps. Je n'ai pas respecté le rythme qu'on avait prévu, Delphine. C'est pas grave. Je pense que là, on a tous été bien imprégnés de bonnes ondes et de bonnes idées. Donc maintenant, le défi pour nous tous et toutes, ça va être de se l'appliquer et de le respecter et dans la durée, parce que l'idée, c'est aussi, comme vous disiez, il y a ce contexte, mais il y a de manière plus générale le télétravail. Donc beaucoup de bonnes idées. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ce partage. J'ai mis 2 petits sondages. Si avant de partir, avant de nous quitter, vous pouvez répondre, ça nous permet, nous, chez Ma Bonne Fée, de nous améliorer et de répondre toujours plus à vos attentes. Donc, savoir si la conférence vous a été utile. Évidemment, c'est anonyme, donc pas de souci. Et puis, quel prochain sujet, en particulier sur cette partie plus, on va dire, psychologie et psychologie du travail, ce qui pourrait vous intéresser. Je vous remercie à tous. On vous souhaite une bonne coupure avant de reprendre tout à l'heure. Et puis, on se retrouve très bientôt. Merci Stéphanie et bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Déconnectez-vous.